Alors commençons par le biodynamisme. Alors pourquoi j'ai intitulé ça biodynamisme plutôt que biodiversité? Eh bien je crois pour rendre compte du caractère dynamique de la biosphère et pas seulement en termes de répertoire comme le mot biodiversité semble le suggérer. Le plan du cours en 3 parties. D'abord quelques éléments sur la biodiversité, puis les rapports entre la biodiversité et l'homme, d'un point de vue très général bien entendu, le sujet étant extrêmement vaste, et puis enfin, comme toujours, le rapport entre la biodiversité et l'architecture, les rapports que ces deux champs peuvent entretenir entre eux. Alors d'abord, la biodiversité en elle-même. Quand on parle de biodiversité, on peut parler de diversité de 3 manières. D'abord, la diversité génétique, donc la variabilité des gènes au sein d'une espèce. La biodiversité spécifique, c'est-à-dire en fait une classification en espèces de cette biodiversité. Et puis, souvent, on emploie le terme biodiversité en parlant des écosystèmes. Donc, la diversité des écosystèmes différents, ce qui va, en tant qu'architecte, nous intéresser plus particulièrement. Il faut noter que, contrairement à d'autres aspects, notamment l'énergie, qui est quand même une question qui est relativement maîtrisée pour les architectes, la question de la biodiversité revêt plusieurs inconnus que nous devons relever. C'est-à-dire qu'en fait, nous évoluons sur un terrain qui est beaucoup moins maîtrisé que d'autres questions écologiques qui seraient posées à l'architecte. D'abord, ce que nous en connaissons est issu d'une très courte période. Même si, effectivement, des fouilles et des extrapolations peuvent nous permettre de penser la biodiversité au-delà simplement de son actualité, il faut bien reconnaître que la connaissance que nous en avons dans le passé est évidemment moins solide que la connaissance que nous en avons maintenant. Si on fait une analogie entre l'histoire de notre planète et une année, c'est-à-dire que la planète aurait été formée, si tant est qu'elle soit formée à un instant T, le 1er janvier d'une année, la vie serait apparue aux alentours du mois de mars. Et pour donner un exemple, nous-mêmes, en tant qu'humanité, serions apparus au cours du dernier jour, voire de la dernière heure, du 31, donc 31 décembre. On voit bien que si on parle de biodiversité actuelle, nous en connaissons, d'un point de vue du temps, un très petit intervalle. C'est la première remarque. Une très courte période. D'autre part, si on s'intéresse maintenant à la biodiversité, en termes de biodiversité spécifique, nous ne savons pas, nous connaissons très peu sur un grand nombre d'espèces qui existent, à telle enseigne que nous ne savons même pas combien d'espèces il peut y avoir. Les estimations sont très variables. Les plus reconnus sont entre 5 et 30 millions d'espèces. Et là-dessus, on doit en connaître peut-être 10% dans le meilleur des cas. Selon d'ailleurs les espèces, nous avons des classes donc, qui sont relativement connues, comme par exemple les mammifères, et puis nous avons des classes qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins, et puis peut-être aussi parce qu'elles sont moins étudiées, comme par exemple les arachnéides par exemple, on connaît 5% des espèces qui forment cette classe-là.
Donc il y a encore énormément de choses à découvrir. Sachant que ça n'est que la biodiversité aujourd'hui. Ce qui veut dire que des stromatolites, qui sont les premières espèces vivantes qu'on imagine être apparues sur la Terre, jusqu'à le clonage de la brebis Dolly, qui sont les expériences que l'homme peut faire sur cette génétique, le sujet est par lui-même extrêmement vaste. Alors, raison pour laquelle, toujours dans notre entreprise de clarification et de tri pour un architecte de ce qui pourrait lui être utile dans un premier temps, nous devons tenter d'en avoir un aperçu un peu rationnel. Et pour ce faire, nous pourrions distinguer plusieurs classes d'espèces qui obéiraient à des spécifications pour lesquelles les architectes ont intérêt à connaître. Alors, dans cette décomposition, il y en a une qui est bien connue, bien entendu, qui est la différence entre les espèces domestiques et les espèces sauvages. Ça, c'est quelque chose d'assez évident. Mais enfin, on l'oublie un peu parfois. Vous avez des espèces qui sont familières de l'homme, de la présence de l'homme, à des degrés divers, et puis d'autres qui leur sont totalement étrangères. On l'oublie un peu parfois. Ensuite, vous pouvez avoir un autre type de classification en faisant ressortir des espèces particulières qui seraient des espèces qu'on appelle des espèces clés de voûte. C'est-à-dire qui en fait ont un rôle au sein de la biodiversité qui est particulièrement important, particulièrement central. Par exemple, on peut citer le phytoplancton, et qui est tout à fait essentiel à un grand nombre d'autres espèces. Et puis d'autres espèces qui le sont peut-être un peu moins, dont la disparition aurait peut-être des conséquences moindres. Vous avez des espèces dont la valeur écologique est un peu comme les espèces clés de voûte. La valeur écologique est très importante. Par exemple, l'anchois a une valeur écologique et économique extrêmement importante du fait de son rôle au sein de la biodiversité de l'océan. Vous avez aussi, et là c'est toujours dans l'idée d'une classification qui serait plus particulièrement appropriée aux architectes, des espèces qui sont chères au cœur de l'homme. Ce sont les espèces qu'on voit le plus souvent dans les reportages télévision. Vous avez le panda, le tigre, le dauphin, le lion, voilà. Je dis ça, c'est pas tout à fait anecdotique. Il peut y avoir des stratégies, notamment de communication, qui s'appuient sur ce fait-là. C'est-à-dire que pour sauver une espèce ou une série d'espèces, on va comment dirais-je, mettre en avant ce type d'espèces, des espèces avec un fort affect, pour tenter de sauver un biotope particulier, et donc les espèces qui nous intéressent plus particulièrement. Quand je dis nous, ce sont plutôt les naturalistes ou les botanistes. Voilà. On appelle ça, en anglais, on appelle ça les flagship species, c'est-à-dire en fait les espèces, comment dirais-je, les plus en pointe, celles qui sont le plus médiatiquement mises en valeur. Toutefois, il faut reconnaître que pour un architecte, des impasses sont commises s'agissant de la biodiversité, et des impasses un peu étonnantes. Par exemple, toute la biodiversité, le monde vivant au sein de la lithosphère.
c'est-à-dire en fait celle qui n'est pas dans l'atmosphère mais dans le sol. Or, on sait qu'elle est au moins aussi importante que celle qui est dans l'atmosphère. Alors, elle est méconnue ou, disons, tout à fait ignorée parce que, évidemment, elle n'est pas visible directement, elle nous est donc moins familière, mais elle est tout aussi importante. Or, nos bâtiments ont un impact fort sur cette lithosphère. Quand on construit un parking souterrain, quand on construit des canalisations, quand on construit un grand ouvrage d'art, eh bien, ce type de biodiversité, en général, est tout à fait ignoré. Ce qui peut sembler curieux, parce qu'il y a à l'évidence un continuum entre les deux mondes, que sont celui de l'atmosphère et de la lithosphère. Regardez ce qui se passe, par exemple en ce moment, si vous regardez dans les prairies, le rôle des oiseaux qui viennent picorer les vers de terre et toute la vie et qui peut sourdre de la prairie, vous voyez qu'il y a une interaction très forte entre les deux. Or, en général, on ne parle de la biodiversité que dans l'impact qu'il peut y avoir sur des grandes migrations, par exemple, mais c'est vraiment un aspect très restreint de la question de la biodiversité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un sujet qu'on étudie, mais c'est un sujet qui constitue un monde vivant. Le mot vivant est extrêmement important parce que soit on considère que nous, architectes, construisons un monde inerte, dans un monde finalement inerte, et c'est comme ça qu'elle est enseignée d'ailleurs. Je voyais là, en arrivant dans cet amphithéâtre, un étudiant qui portait une maquette, et la maquette était une feuille de carton blanc sur lequel sont posés des volumes en mousse. Et donc, c'est bien le modèle d'un objet inerte dans un monde inerte. Et d'ailleurs, le carton blanc laissait supposer que ce qui se passe en dessous de ce carton blanc est totalement étranger à l'architecte. Donc, il faut être conscient que la question de la biodiversité est une question qui relève d'un monde vivant, et donc de savoir comment nos objets interagissent avec ce monde vivant. Ont-ils eux-mêmes un caractère finalement vivant, ou en tout cas au moins interactif? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Quand je dis un monde vivant, c'est-à-dire un monde, évidemment, c'est une platitude de le dire, complexe. Je voudrais donner un exemple. Quand on étudie les oiseaux, eh bien, on se rend compte que l'image d'Épinal qu'on a des oiseaux, c'est souvent des petits êtres adorables qui chantent mélodieusement dans les arbres. Et en fait, quand on étudie ce monde-là, on s'aperçoit que c'est un monde qui obéit à des règles très précises d'habitat, d'interaction entre les espèces. Vous avez des oiseaux qui vivent sur la canopée, vous avez des oiseaux qui vivent majoritairement près du sol, vous en avez d'autres qui vivent aux étages intermédiaires, et il peut y en avoir plusieurs. Et il y a donc une complexité à découvrir dans ce monde-là. Et je ne parle que des oiseaux. Par exemple, il y a un naturaliste américain, un biologiste biologiste allemand, que j'ai déjà cité, qui s'appelle Jacob von Uexküll. Le nom est assez difficile à prononcer. U-E-X-K-U-2-L, qui est un biologiste allemand des années entre deux guerres, et qui a donné l'exemple de comportement animal pour en montrer la complexité. Il cite le Bernard l'ermite, et il le cite dans 3 situations différentes. Le cas où sa coquille, sur sa coquille se trouve une anémone.
selon la situation dans laquelle le Bernard l'ermite se trouve, il va avoir un comportement complètement différent vis-à-vis de cette anémone. Soit il va s'en servir comme d'une protection supplémentaire, puisque vous savez que l'anémone peut manger certaines espèces, enfin se nourrit de certaines espèces, et donc d'espèces qui peuvent être nuisibles au Bernard l'ermite. Soit il va attaquer l'anémone pour se servir de sa coquille. Et soit il va tenter de s'y adosser tout simplement, pour des raisons que j'ai oubliées. Ce biologiste parle de tonalité. C'est une traduction, alors je ne sais pas si elle est juste, de tonalité de défense, de résidence ou de nutrition. Ce qui montre, c'est un petit exemple, qui montre que quand on étudie la biodiversité, on est obligé de l'étudier selon des approches qui peuvent être des approches comportementales, qui sont déjà en elles-mêmes relativement complexes, bien que grâce au travail de ce biologiste on puisse mieux les comprendre, mais l'interaction entre tous ces comportements entre espèces rend l'appréhension de ce monde particulièrement difficile pour un architecte. Un autre exemple de ça, c'est l'exemple qu'il a donné du choucas, qui est un oiseau, qui pour se déplacer utilise des chemins familiers. C'est-à-dire que pour aller d'un endroit A à un endroit B, il n'utilise pas forcément la ligne droite, mais il va utiliser des chemins qui lui sont familiers, qu'il repère. Et il donne l'exemple du choucas qui fait le tour plusieurs fois d'une église pour se repérer par rapport à cet élément du paysage, pour après se diriger vers là où il veut aller. C'est la fameuse aussi question qu'on se pose sur comment font les oiseaux pour se repérer lors de migration. Voilà, c'est tous ces exemples-là qui montrent cette complexité-là. Or, nous bâtissons par nos bâtiments ces repères, en quelque sorte. Le choucas autour de l'église a bien été bâtie par un maître d'œuvre. Et donc, c'est pas inintéressant de connaître cette interaction qu'il peut y avoir d'un point de vue du comportement des animaux et de la présence de nos bâtiments. J'ai parlé de la faune, mais comme vous le savez, la biodiversité est composée aussi de la flore, et qui là aussi obéit à des règles du monde vivant complexe et qui peut être singulièrement différente de celui du monde animal. Il faut en connaître quelques éléments. Je crois que la meilleure manière, c'est de parler d'un exemple qui, moi, m'a particulièrement frappé et qui, je trouve, est très emblématique de cette façon de fonctionner de la flore. C'est le stade de Tchernobyl. Je crois que j'en ai peut-être parlé, je crois déjà, je ne me souviens plus. Vous savez qu'à Tchernobyl, il y a eu donc cette catastrophe, et il y avait un stade de foot, évidemment, dans la ville de Tchernobyl, et qui était, avant la catastrophe, donc composé d'une surface plane, engazonnée, étendue régulièrement. Et là, il s'agissait bien d'une espèce, l'espèce qui constitue le gazon, qui est en général plusieurs graminées différents, qui est étendue et qui était probablement, enfin, sur lequel on utilisait probablement un désherbant sélectif. Et puis arrive la catastrophe, et donc le stade, bien entendu, cesse d'être entretenu. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on se dit, bah, finalement, à partir de là, comme ça cesse d'être entretenu, bah, ça pousse, puis à la fin on a quelque chose, voilà, sur lequel on ne peut pas jouer au foot, mais voilà, autre chose que du gazon. Et en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Dans un premier temps, en effet, le gazon pousse jusqu'à une certaine altitude, disons une quarantaine de centimètres.
et puis ne va pas au-delà. Pourquoi? Parce que c'est un graminé qui n'est pas génétiquement programmé pour se tenir structurellement au-delà d'une quarantaine de centimètres. Ensuite viennent une flore qui est une flore qu'on appelle d'espèce pionnière, qui en fait, ça veut dire, les pionniers, ça veut dire qui explorent en premier un milieu, que sont par exemple les orties, les ronces, ce genre de choses, et s'installent non concurrencés, donc pas sur ce champ-là, en concurrence avec des graminées, mais en concurrence, j'allais dire, déloyale, puisque les orties et les ronces, pour ne citer qu'elles, s'installent assez facilement un peu n'importe où. À la suite de ça, donc eux-mêmes arrivent à un stade, les ronces et les orties, qui a aussi ses limites. Un tas de ronces peut aller jusqu'à quelques mètres de hauteur, mais bon, c'est pas un arbre, hein, ça n'ira pas au-delà. Et atteint ce qu'on appelle un climax. C'est-à-dire un climax, c'est pour une espèce, c'est l'apogée en quelque sorte de son développement, quand il n'est pas attaqué. Voilà. Et ensuite arrivent d'autres espèces plus complexes et dont l'implantation est permise par l'enrichissement de ces espèces pionnières, raison pour laquelle on les appelle pionnières. Là, en l'occurrence, le stade de Tchernobyl, ça devait être quelques bouleaux, trembles, éventuellement quelques pins, et qui s'installent progressivement, donc disons après 5 ans, par le vent, par les oiseaux. Et donc, ces arbres commencent à pousser, et là, eux atteignent une hauteur, je ne sais pas, d'une vingtaine de mètres, et en atteignant cette hauteur, créent une ombre. La canopée de ces arbres crée une ombre. Et à ce moment-là, créant une ombre, la flore en dessous commence à changer. C'est-à-dire, ayant moins de soleil, les espèces commencent à trouver un équilibre différent. Et donc, des espèces se mettent en place selon ces nouvelles conditions, j'allais dire, vitales. On voit donc avec cet exemple qu'on est très loin de penser que l'herbe pousse et crée un milieu qui serait homogène et sans cycle, sans phase et sans, j'allais dire presque comportement, qui ne serait pas qui serait linéaire, enfin dans le comportement serait strictement linéaire. En fait, il est phasé et cyclé aussi probablement. On a donc là, devant cette complexité, une approche qui ne peut pas être strictement déterministe. C'est-à-dire, je suis certain que dans 10 ans, les choses seront comme ça, dans 15 ans, dans 30 ans. Elle est plus probablement probabiliste. C'est-à-dire qu'on se réfère à des exemples similaires et on dit, statistiquement, le stade de Tchernobyl va devenir ça dans 15 ans ou 30 ans. Mais c'est une approche probabiliste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inconnue, il y a une part d'inconnu dans le devenir du monde vivant qui fait que nous, en tant qu'architectes, nous ne pouvons pas jouer les apprentis sorciers, nous sommes obligés d'être relativement humbles par rapport à cette situation. En fait, pour résumer, la biodiversité, c'est un cadre physique, géophysique et vivant dans lequel nous évoluons. Notre conception peut évoluer et c'est une chose relativement nouvelle dans l'approche écologique, enfin que l'approche écologique mette en évidence, c'est le fait que nous ne concevons pas dans un monde totalement inerte, un monde d'idées, une seconde nature que serait la ville totalement dépourvue de ce caractère vivant. Voilà ce que je pense qu'il faut retenir de la biodiversité quand on peut en faire une aussi brève approche que j'ai pu faire pour les architectes. Alors maintenant, nous avons parlé de la biodiversité pour ce qu'elle était en elle-même,
il faut que nous nous interrogions sur la biodiversité par rapport à l'homme. Deuxième partie, donc, de mon intervention. Alors, j'ai montré que les deux sphères qu'on pense séparément se superposent étroitement. Elles ont aussi une manière, enfin, elle a de se penser. On suppose que seule notre espèce ait cette capacité à penser les choses, à conceptualiser. Il faut bien imaginer que cette nature a été conceptualisée différemment par les hommes. Là, je parle uniquement du monde vraiment vivant, hein, je ne parle pas de la biosphère en règle générale. Et je voudrais donner là l'exemple des eaux, pour montrer que l'homme a conceptualisé assez différemment, selon depuis une période récente, ce monde vivant. Les premiers eaux, donc au début du XIXe siècle, avaient pour fonction, c'était des entreprises commerciales qui avaient pour fonction de montrer les espèces les plus spectaculaires. C'était donc un endroit, un lieu de spectacle pour lequel on payait pour voir une girafe, un éléphant, un rhinocéros. Donc c'était vraiment montrer la biodiversité, non seulement la biodiversité que les gens ne pouvaient pas connaître, on voyageait moins quand même, il n'y avait pas la télévision, quelques dessins, mais enfin bon, évidemment ça parle moins. Et puis peut-être aussi pour montrer la distance que l'homme avait finalement avait fini par prendre avec ce monde vivant. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, bien entendu, vous pouviez avoir l'occasion de croiser un sanglier, un cerf, voire un loup, mais évidemment, sous nos cieux en Europe, un peu plus rarement un lion, un rhinocéros ou une girafe. Et puis j'allais dire, nous sommes progressivement extraits de ce monde vivant, ou en tout cas d'une partie du monde vivant, et là ça renvoie à la différence entre les espèces domestiques et les espèces sauvages. Les espèces domestiques étaient toujours présentes autour de l'homme au XIXe siècle. J'ai un oncle qui a pris un cheval quand il avait votre âge pour aller pendant la guerre, pour aller à la campagne. Donc il est allé à cheval. Mais le monde sauvage, lui, était de plus en plus ignoré. D'ailleurs, une certaine littérature a commencé à émerger au XIXe siècle, parlant de ce monde, peut-être avec une certaine, de ses rapports, peut-être avec une certaine nostalgie. Ensuite, les eaux ont progressivement évolué de cet aspect du spectacle vers l'aspect de la présentation, c'est-à-dire non pas en tant que spectacle, mais en tant que connaissance. Souvent, les eaux sont devenues des entreprises publiques pour, j'allais dire, éduquer les masses, si je puis dire, et pour montrer cette biodiversité, non pas le caractère nécessairement spectaculaire, quoique ça reste quand même un des aspects du zoo, mais pour montrer justement ce dont je parle, la complexité du monde vivant, à titre, comment dirais-je, éducatif. Puis ces zoos, qui progressivement ont perdu ce nom-là, ont été constitués en vue de la préservation des espèces. C'est-à-dire qu'on a commencé à se rendre compte que finalement, enfermer un certain nombre d'espèces, c'était aussi les préserver, notamment du fait de la chasse ou du braconnage. Ensuite, ce sont devenus aussi des centres d'élevage. C'est-à-dire qu'on a tenté, pour les préserver et puis pour tenter d'en augmenter le nombre, ces institutions ont tenté l'élevage. Très souvent, on voit aux actualités tel petit lion est né dans tel zoo. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est particulièrement difficile d'élever ou de faire vivre une espèce animale qui n'est pas dans son milieu. Et donc, c'est vraiment une entreprise, j'allais dire, de recréation, si je puis dire.
Parce que est-ce que cet animal qui est né dans un zoo a tout à fait les mêmes caractéristiques qu'un animal qui est né dans le milieu sauvage? Je pense que, comme vous penserez aussi, qu'il est probable que non. Donc, à quel titre faisons-nous cela? Est-ce au titre de la préservation ou alors en vue de réinsérer ces espèces dans le milieu naturel? Et là aussi, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, à partir d'un moment où un animal a connu l'homme, pour faire simple, il devient compliqué pour lui de se réinsérer dans son milieu d'origine. En fait, cette description rapide de ce qu'est un zoo, du 19e jusqu'à nos jours, montre là aussi les questions que posent les rapports entre l'animal et l'homme. Et si nous voulons être un petit peu plus universitaires dans notre approche, nous devons nous référer aux travaux d'un anthropologue français dont j'ai déjà parlé, il me semble, qui s'appelle Descola, et dont je voudrais vous montrer un petit tableau qui résume très grossièrement son approche et qui va nous permettre, me semble-t-il, de mieux comprendre la nature de ces rapports, notamment culturels. Alors, 2 mots sur Descola. C'est un anthropologue français, donc qui est professeur au Collège de France et qui est un élève de Claude Lévi-Strauss, donc un structuraliste, et qui a réfléchi sur ces rapports culturels entre le monde animal et notre espèce. Et son tour du monde, j'allais dire, son tour d'horizon, l'a amené à proposer 4 classes de rapports et qui ont le mérite d'une très grande simplicité dans la présentation. Simplement, il s'est interrogé sur... il a décomposé, que ce soit dans le monde animal ou le monde vivant, les choses en 2, le monde physique, enfin l'aspect physique, le physique, il appelle ça les physicalités, hein, je m'excuse, je simplifie, le physique et le mental, voilà. Et donc il s'est interrogé sur le physique et le mental, d'une part de l'espèce humaine, d'autre part de l'espèce animale. Et donc il obtient une sorte de matrice, et il se demande si ces physiques et ces mentales se ressemblent. Et donc vous avez dans la ligne horizontale du haut la ressemblance et la différence des intériorités, c'est-à-dire du mental, et puis la colonne de gauche, la ressemblance et les différences du physique, de ce qu'il appelait les physicalités. Et vous avez, pour donner un exemple, quand le mental et le physique de l'homme et de l'animal se ressemblent, vous avez les cultures qui relèvent du totémisme. À l'inverse, donc l'autre case, celle en bas à droite, si on pense que dans un certain nombre de cultures, le mental et le physique sont franchement différents, ces cultures-là relèvent de l'analogisme. Et puis, vous avez les 2 autres cas possibles. Quand le mental est différent et le physique se ressemble, vous avez ce qu'on appelle les cultures naturalistes. Je vais expliquer tout ça. Hein. Et à l'inverse, quand on a une différence de physique et une ressemblance du mental, vous avez les cultures animistes. Alors, vous voyez là quelques exemples de sociétés qu'il peut donner. Je ne parlerai, n'étant pas anthropologue, hein, je ne parlerai que de celles qui nous concernent, nous, je vais dire encore une fois sous nos cieux, c'est-à-dire les cultures occidentales. Simplement pour dire, par exemple, pour donner un exemple, parce que là je trouve que c'est pas très clair sur le tableau, il range dans les cultures analogistes les cultures chinoises, et il parle de classes de correspondance entre les intériorités et les physicalités. Donc ça ne veut pas dire que c'est entièrement différent, mais qu'il y a des correspondances, des classes de correspondance. Par exemple, il cite l'astrologie chinoise,
où, grosso modo, vous n'êtes pas un rat, mais vous êtes né l'année du rat. Voilà, bon, c'est juste pour donner un exemple. Alors, je ne parlerai donc que du naturalisme, d'après lui, de ce qui fonde notre culture, pas depuis la nuit des temps, hein, mais depuis grosso modo la Renaissance, l'âge classique, pour dire que dans ces cultures, dans notre culture, nous aurions une assemblage, je dirais, physique avec le monde animal, mais une différence ontologique en termes de mental, de ce qu'il appelle intériorité. Alors la ressemblance physique viendrait de l'arborescence darwinienne, mais nos cultures évoluant principalement dans un cadre de religion monothéiste, nous aurions une singularité de l'espèce humaine au sein du monde vivant. Cette singularité, c'est la capacité, alors pour un scientifique, la capacité à penser, pour un religieux, c'est simplement la singularité de l'espèce humaine au sein de cette grande aventure du vivant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'allais dire, nous, en tant qu'architectes français, je ne sais pas si je peux inclure tout le monde là-dedans, mais en tout cas, de culture européenne, ou en tout cas on enseigne en Europe, nous avons ce cadre, je veux dire ce pré-cadre, et qui nous dicte en quelque sorte les rapports que nous pouvons avoir, le type de rapport que nous pouvons avoir avec les animaux, donc le monde vivant, donc la biodiversité. Ce qui est bien l'objet du cours. Et ce cadre-là, c'est de dire, il y a un cousinage, j'allais dire, avec le monde vivant, le cousinage qui est reconnu scientifiquement, par exemple avec les singes, les grands singes, mais nous avons une singularité qui est de dire, j'allais dire presque une responsabilité, qui est de dire, ayant pris conscience de cela, et ayant pris conscience de notre interaction avec le monde vivant, nous en sommes responsables. Alors je parlerai d'un philosophe qui parle beaucoup de ça, qui est Hans Jonas, de cette responsabilité. Alors, si je dis ça, c'est que ça montre que ça géolocalise, si je puis dire, les rapports que nous avons avec le monde vivant. Je m'explique. On peut très bien imaginer qu'un architecte aborigène ou un architecte africain ait un rapport, disons conceptuel, avec la biodiversité qui, d'après Descola, serait radicalement différente. Radicalement différent. Et donc, produisant, probablement, s'agissant de la biodiversité, des projets complètement différents. Donc ça montre, premièrement, que ce rapport-là, avec le monde vivant, localise très fortement, culturalise, si je puis dire, l'architecture, enfin, avant l'architecture, la façon que nous avons de regarder le monde vivant. Ça veut dire, ça interroge sur l'universalité d'une pensée architecturale, d'une pensée tout court. Des courants d'architecture, par exemple l'architecture internationale ou l'architecture dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, le paradigme principal qui est cette espèce de design mondial qui est le même à Tombouctou qu'à Reykjavik, est très fortement re-questionné par ce cadre, j'allais dire, psychique de rapport avec le monde vivant. Alors, ça explique par exemple, ce rapport-là explique pourquoi on sacralise certaines espèces et pas d'autres, du fait de cette ressemblance physique. Par exemple, vous avez des émissions de télé ou des ventes dans des magasins comment dirais-je, d'ustensiles pour animaux. Je ne parle pas des animaux domestiques, je parle d'espèces qui peuvent être sauvages. Par exemple, vous avez des magasins qui vendent des petites maisons pour hérissons, pour mésanges, abeilles, coccinelles, enfin bon. Parce qu'il y a cet affect et cette ressemblance finalement.
Mais vous vous apercevez qu'on vend rarement la même chose pour des rats, des pigeons, des cafards. Bon. Or pourtant, ce sont des espèces qui n'ont pas de singularité de ce point de vue-là, d'un point de vue scientifique, n'a pas de singularité avec, si ce n'est qu'elles peuvent être nuisibles, mais enfin bon, elle n'a pas de singularité particulière avec l'homme. C'est seulement ce rapport-là, ce rapport d'affect finalement, de ressemblance, qui fait que on a un rapport qui est complètement différent selon les espèces auxquelles nous pensons. Alors ça veut dire que il faut tenter une sorte de réconciliation avec l'ensemble du monde vivant. C'est le mot ensemble qu'il faut retenir. C'est-à-dire que le monde vivant n'est pas sécable et que il faut que nous ayons au moins connaissance du cadre psychique dans lequel nous évoluons pour essayer, pas forcément le dépasser, mais en tout cas d'essayer de comprendre les rapports que nous pouvons avoir avec ce monde-là. C'est-à-dire que pour partager, c'est l'objet de mon livre, pour partager le monde vivant, il faut cet effort de réconciliation, et pour faire cet effort de réconciliation, il faut un déplacement du regard. C'est-à-dire que nous tentions d'être autre chose que des spectateurs de ces émissions assez débiles à la télévision, et que nous ayons ce regard-là, ce déplacement de regard. Je voudrais, pour clore ce parti de cours, citer Gilles Clément, qui enseigne là, à côté, à l'école du paysage, et qui parle du monde vivant et de ses spécificités, et qui dit, je cite, « L'urgence d'un système biologique n'est pas d'obtenir un résultat, mais d'organiser pour lui des chances d'existence. » Et donc la question, pour nous, est d'organiser ces chances d'existence pour nous et, au titre de la responsabilité, pour le monde vivant. Et c'est bien une tâche qui est, il me semble, dévolue aux architectes, et pas seulement aux scientifiques. Alors maintenant je voudrais parler plus particulièrement de la biodiversité et de l'anthroposphère, c'est-à-dire de nous-mêmes, pour ce qui est, alors à deux échelles, comme souvent en architecture, à l'échelle de l'architecture et à l'échelle du territoire. Et je vais essayer d'en parler de manière concrète et moins théorique que ce que je n'ai fait maintenant. À l'échelle de l'architecture, on peut se référer assez utilement à une approche, là aussi, d'analyse de cycle de vie, que j'ai décrite lors d'un cours, et donc de décomposer la vie d'un bâtiment selon ces 4 ou 5 phases, mais sous l'angle, donc de ce déplacement de regard, sous l'angle de la biodiversité. Alors la première phase, la phase des ressources et la phase de transport des matériaux. La phase des ressources. Alors il y aurait énormément à dire. Vous vous souvenez que j'ai parlé des indicateurs à propos dans le chapitre valeurs. Et il y a un indicateur qui est intéressant là-dessus, enfin sur cette question, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Pourquoi ? Pour l'évidence, pour une raison tout à fait évidente, c'est que ces ressources naturelles ne sont pas seulement des ressources pour nous, mais sont aussi le cadre naturel de vie de ce monde vivant. Tenant compte aussi des biorhythmes de ce monde vivant, c'est-à-dire que on peut envisager effectivement d'extraire ces ressources naturelles, ce que nous faisons, mais au moins peut-être en tenant compte de ces biorhythmes. J'ai parlé donc des phases de migration et de nidification. C'est pas inintéressant d'en tenir compte. Je disais que je faisais moi un petit projet en ce moment en Île-de-France dont la période de chantier est interdite durant la période de nidification, parce que là il n'y avait pas de migration. Donc ça c'est une chose dont on peut tenir compte au moment de l'extraction de ces ressources naturelles. Et puis ça amène une remarque un peu plus générale, qui est de dire que on envisage le développement durable. La définition qu'on en donne, c'est donc de permettre aux générations futures d'avoir les mêmes moyens pour leur développement que le nôtre. Alors, on parle souvent des moyens, on parle de développement,
mais on oublie de préciser pour quelle génération. Sous-entendu, les générations d'hommes, mais pas forcément des générations du monde vivant, enfin des animaux par exemple, ou des espèces végétales. Et donc, ce qu'amène une analyse de cycle de vie, enfin un regard sur la première phase d'analyse de cycle de vie, c'est cette réinterrogation-là. C'est pour quelle génération faut-il songer à ne pas épuiser les ressources naturelles qui constituent le cadre de vie de ce monde vivant. Deuxième phase, la phase de construction. Alors là aussi, il y a beaucoup à dire. Et là, c'est une évidence de dire que l'approche en termes de biodynamisme tient compte du lieu. C'est-à-dire qu'évidemment, la même approche n'est pas généralisable partout. Un TD que je donnais à mes étudiants, je crois l'avoir évoqué, un TD que j'avais donné à mes étudiants une année était faut-il déboiser pour construire? Et là, ça rejoint tout à fait l'interrogation que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si la réponse est oui pour des raisons de sécurité, notamment dans des endroits où on peut craindre des incendies, ce qu'on fait, on crée d'abord une clairière dans laquelle on va implanter la maison. Le mot clairière est d'ailleurs employé par Peter Sloterdijk, le philosophe allemand actuel, pour dire que l'homme vit dans une clairière alors que l'animal vit dans un environnement. Donc, pour des raisons de sécurité, on déboise autour de la maison, et pour des raisons de biodiversité, on ne déboise pas. Mais évidemment, le raisonnement n'est pas le même dans telle ou telle forêt. Dans une forêt primaire, on a bien le sentiment que l'aspect sécurité doit être regardé au travers des intérêts de la forêt en elle-même, la valeur écologique. Là, je reviens sur le chapitre valeur. Et puis, dans un maquis qui brûle pour des raisons diverses et variées assez régulièrement, peut-être qu'effectivement l'enjeu sécurité est peut-être prégnant par rapport à un maquis qui est suffisamment reconstitué d'un point de vue de la biodiversité. Donc là aussi, ça localise très fortement la question de l'analyse des cycles de vie, et notamment de cette deuxième phase, localise très fortement le raisonnement. Ensuite, la phase de fonctionnement. Alors là, je l'ai un petit peu évoqué, en parlant de la cathédrale de Chartres, en disant que la cathédrale de Chartres est non seulement un objet constitutif du monde vivant, un élément constitutif du monde vivant, donc le fameux raccourci ou chemin familier du Choucas, mais aussi la cathédrale est un milieu vivant. Des études ont montré que certaines espèces maintenant ne vivaient plus que dans les infructuosités de certains monuments ou de certaines maisons, et les fameux nids de cigogne par exemple. Donc il est clair qu'en phase de fonctionnement, l'architecture peut aller jusqu'à non seulement une symbiose, mais une osmose totale, la création même de ce monde vivant. Et puis, je prends l'exemple de la cathédrale de Chartres, puisque elle est en place depuis presque un millénaire maintenant, disons 800 ans. Et quand on regarde en termes de génération, et là je reviens sur la question du développement durable, à combien de générations s'est adressée cette question-là? Eh bien, nous pouvons dire très approximativement et grossièrement que 25 générations d'hommes ont été concernées par l'existence de la cathédrale de Chartres, 800 générations d'oiseaux, 5000 de souris et 30 000 d'insectes divers. C'est donc, dans cette phase de fonctionnement, du fait de la longévité de cette cathédrale, un objet qui concerne un grand nombre d'espèces, si nous incluons dans le mot espèce, un grand nombre d'espèces. Et donc ça a un impact en termes d'empreinte écologique très fort. Mais qu'est-ce que 800 ans ramenés aux 3,8 milliards d'années d'existence de la biodiversité dont j'ai parlé tout à l'heure, en introduction, c'est absolument rien. Donc on voit bien que les considérations qu'on peut avoir en phase de fonctionnement de cette question de biodiversité sont au moins aussi importantes que les deux premières phases, en termes d'empreinte. Et puis, en dernière phase, la phase de démantèlement et de recyclage, là aussi, on peut s'interroger par rapport à la biodiversité sur les conclusions, les premières conclusions qui s'imposeraient
de ces considérations en quatrième phase. Je citerai par exemple les rubans routiers qui ne sont plus utilisés, les stations balnéaires et à mon avis maintenant de ski qui seraient passées de mode, les sites industriels pollués, enfin bref, tout cet environnement que Gilles Clément a classé en partie dans son tiers paysage peut être très fortement interrogé en termes de biodiversité. Mais je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il peut y avoir des effets qui sont singuliers, voire bénéfiques. On dit souvent qu'il y a plus de biodiversité dans les fossés des départementales, fossés départementales qui doivent être sursaturés d'hydrocarbures, les huiles de moteur, la gomme des pneus qui se déversent dedans à chaque pluie, plutôt que le champ, un champ de céréales cultivé de manière non biologique qui se trouve juste à côté. Tout ça pour dire que cet exemple paradoxal montre la complexité de la question des rapports entre le monde vivant et le monde de l'anthroposphère, et tout simplement entre l'architecture et le monde, la biosphère. Ces considérations réinterrogent très fortement là aussi la valeur que nous portons à certains morceaux d'architecture, certaines pièces d'architecture. Exemple, un grand viaduc haubané en France qui a été inauguré par un président de la République il y a quelques années est jugé, à tort ou à raison, avec une très haute valeur. J'entends une valeur économique, bien entendu, pour son exploitant, mais aussi une valeur culturelle, une valeur presque de monument. Mais si on envisage, par rapport au monde vivant, cette quatrième phase de démantèlement, quand on sait qu'il y en a autant en dessous qu'au-dessus, et qu'il est probable que tout ça reste en place, voire se finisse en tas de ruines, aurions-nous la même approche en termes de valeur de cet objet-là? C'était un exemple un peu polémique, mais pour montrer que la question de la biodiversité repose des questions très singulières et très profondes, il me semble, à l'architecte, quant à ce pourquoi il devrait s'extasier. D'un autre côté, on peut voir que cet aspect critique peut se retourner et la nature peut inspirer très fortement l'architecte d'une manière plus positive que simplement de considérer ça comme une pure contrainte. Cette question de la biodiversité. On en parlera un petit peu plus loin. Alors là, il s'agissait de considérations au niveau de l'architecture et l'analyse de cycle de vie est un assez bon outil pour assez rapidement en tirer les premières conclusions de ces rapports-là. À l'échelle du territoire vivant et de l'urbanisme, donc quels seraient les rapports entre ce territoire vivant et l'urbanisme? Alors là, on est déjà à une échelle plus significative pour étudier cette question-là. Je vais donner deux exemples. La question du réchauffement climatique a amené à un certain nombre d'études scientifiques de ce monde vivant pour en connaître les conséquences, et on a pas mal d'études à ce sujet. Il y en a une très proche de nous qui a consisté à se rendre compte que l'élévation des températures moyennes a fait qu'un certain nombre d'espèces qui étaient très tributaires de ces moyennes de température a monté sa latitude, comment dirais-je, a migré un peu plus vers le nord pour avoir des températures un peu plus proches de l'optimum pour elles, d'environ une centaine de kilomètres en France. Mais de ce fait-là, ce monde vivant s'est découplé de son milieu d'origine. Et donc il y a eu un déséquilibre d'une part du monde animal, mais aussi de la flore. Comme vous savez, il y a une étroite relation entre les deux. Et donc des questions ont commencé à se poser, des tensions
ont commencé à émerger de ce phénomène climatique. Premier exemple, pour montrer que l'urbanisme et le territoire vivant sont bien à la bonne échelle, sont bien à la même échelle, hein, un peu plus que celle de l'architecture. Et puis l'autre aspect, en termes d'urbanisme, qui n'a rien à voir, qui est un aspect de gouvernance. Et je voudrais donner un autre exemple, c'est à Berlin. Vous savez que Berlin est une ville qui a à peu près la même population que Paris, mais qui est 6 fois plus grande. Et donc de ce fait-là, on parle d'archipel urbain sur le territoire de Berlin. Et donc, qui dit archipel dit, j'allais dire, un territoire naturel, entre guillemets, très vaste entre ces archipels. Et donc les Allemands se sont demandé comment ils allaient pouvoir gérer dans le monde moderne donc toutes ces poches de territoires naturels ou vivants, disons vivants. Et alors ils ont eu plusieurs stratégies de clôture, de préservation ou au contraire de cohabitation. Et ils se sont rendus compte à un moment que les sangliers se développaient particulièrement sur leur territoire, un peu comme les ours dans certaines villes au Canada, et que les sangliers, comme les ours, étaient peu ou pas effrayés par l'homme. Et donc, d'un point de vue écologique, tout le monde s'est félicité du fait de l'élévation de cette population, mais évidemment, ça a commencé à poser des problèmes. Imaginez, par exemple, que un petit enfant veuille caresser un marcassin, qui est tout mignon, et la réaction de la mère du marcassin par rapport à ce qu'elle pourrait considérer comme une agression. Je renvoie donc à l'exemple du Bernard l'Ermite. Et donc, il y a eu deux enjeux radicalement opposés, très antagonistes, qui se sont opposés. Celui de l'écologie, et on sait que les Allemands sont sensibles sur la question, et celui de la sécurité, non seulement des biens, mais des personnes aussi, jusqu'à ce point-là. Et donc, on voit bien que la question de la biodiversité est également non seulement une question d'échelle, mais une question de gouvernance. Deux questions qui sont centrales dans la pensée de l'architecte. Alors, il y a eu un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place un peu partout. On a parlé de coulées vertes d'abord. Coulées vertes simplement pour dire, bah voilà, on a besoin, comme des parcs, on a besoin d'espace pour se détendre. Puis après, de coulées vertes, sous-entendu, faire venir la campagne jusqu'à l'intérieur des villes. Ça, c'était dans les années 80. Puis après, on s'est rendu compte que ces coulées vertes pouvaient servir de corridors écologiques. Donc non seulement on n'était plus dans cette espèce d'image d'Épinal, faire venir la campagne jusqu'au cœur des villes, mais se rendre compte que le monde vivant avait besoin de la reconstitution de ces facilités en quelque sorte pour vivre. Là, c'est la question, par exemple, actuelle des ruches en ville. Et puis, jusqu'à des questions très antagonistes. J'ai parlé du sanglier, mais je pourrais parler aussi des étourneaux à Rome, qui, par volontiers, utilisent le statuaire de Rome pour s'arrêter. Mais évidemment, avec les dégâts qu'on peut imaginer, du fait de leur déjection, des dégâts sur la pierre, des dégâts chimiques sur la pierre. Et donc là, chaque ville, j'allais dire, doit trouver ces réponses qui sont singulières. Et ça montre, encore une fois, la localisation de la question, à la fois en termes culturels et à la fois en termes géographiques. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette approche-là, et c'est l'occasion de se donner là aussi quelques grandes classes de territoire, c'est utile pour un architecte, nous allons voir en termes de gouvernance ce que veut dire cette question de la biodiversité. Alors, disons d'abord que le territoire vivant, le territoire naturel, comme je l'ai appelé tout à l'heure, peut être classé en 3 grandes catégories dans notre approche. D'abord, très simplement, les espaces primaires,
Alors les espaces primaires, ce sont les espaces qui sont non gérés par l'homme. Hein. Une forêt équatoriale, quand elle n'est pas exploitée, est un espace primaire. Le haut du Mont Blanc, quand il n'est pas trop utilisé par les alpinistes, est un espace primaire. Alors il n'y en a pas beaucoup d'espaces primaires. Sachez qu'en France, il y a très peu d'endroits qui sont primaires, véritablement primaires. L'ensemble du territoire français a été entièrement anthropisé, c'est-à-dire remanié. Bon. Il y a même des territoires entiers, j'en parlerai, qui sont un espace qui semble naturel, mais qui est un espace entièrement anthropisé. Alors, donc espace primaire, et puis par ailleurs espace anthropisé, la deuxième grande catégorie. Et puis j'en parlais tout à l'heure, la troisième catégorie, le tiers paysage. Un fossé d'autoroute fait partie du tiers paysage. Un ruban routier qui sert d'auto-école, de piste d'auto-école, fait partie du tiers paysage. Mais aussi, le gazon que les architectes mettent autour de leur bâtiment, c'est du tiers paysage. C'est pas un espace primaire, c'est un espace anthropisé, mais qui a un caractère quand même naturel. Donc on peut le mettre dans cette catégorie-là. Et pourquoi il parle de tiers paysage? Non seulement parce que c'est le troisième espace auquel on peut considérer, mais ça correspond en quelque sorte, en termes de surface ou d'importance, à un tiers. C'est-à-dire, c'est pas neutre, c'est pas nul. Et donc dans nos projets à nous, finalement, en termes d'empreinte écologique, pour un tiers, interagissant très fortement en termes conceptuels sur l'existence ou non de ce type d'espace, eh bien nous interagirions pour un tiers en termes d'empreinte écologique. Première considération. Alors, finalement, par rapport à la cohabitation entre ces trois espaces, comment pouvons-nous, en termes de gouvernance et de technologie, considérer la chose? J'aurais montré 3 schémas qui expliquent cela. Voilà, le premier, c'est... Alors je vais prendre un exemple assez simple, mais qu'on peut généraliser. C'est l'exploitation d'un champ par un agriculteur avec une moissonneuse-batteuse ou un tracteur. Alors, je dis en préambule qu'il ne s'agit pas d'une critique de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et il s'agit d'une métaphore, et elle s'adresse aussi aux architectes, même s'ils ne sont pas agriculteurs, mais dans leur acte de conception, l'analogie est tout à fait valable. Alors, à gauche, vous avez un champ carré qui est exploité à l'heure actuelle par un agriculteur. Et vous voyez en noir la surface du champ qu'il ne peut pas exploiter. Alors pourquoi il ne peut pas l'exploiter? C'est une métaphore. Il ne peut pas l'exploiter à cause des limites de la technologie, le rayon de braquage de son tracteur, et il ne peut pas l'exploiter non plus parce qu'il n'a pas d'accord avec le champ voisin pour empiéter son champ ou prendre le risque d'empiéter son champ ou taper sa clôture, ce genre de choses. Donc il se laisse une marge de manœuvre en quelque sorte. Et là, si on, toujours de manière métaphorique, là on s'aperçoit que le tiers paysage, c'est-à-dire celui qui n'est pas exploité, qui n'est pas un espace primaire, mais qui n'est pas exploité, le tiers paysage correspond à peu près 9 ou 10%. Voilà. Ce qui veut dire que si on extrapole avec 4 champs, au niveau du territoire, et s'agissant de ce tiers paysage, si ce tiers paysage peut être utilisé par la biodiversité, nous avons là plutôt 19 ou 20% de la surface qui devrait être exploitée et qui ne l'est pas. Et donc qui est réellement utile à la biodiversité. Et puis, en allant plus loin, voilà, avec des champs de plus en plus petits, nous avons jusqu'à la moitié, un rapport qui est de la moitié. Bon, alors les chiffres, ce sont des chiffres mathématiques qui n'ont aucun sens, hein, qui n'ont de sens que par rapport à la géométrie de la figure que j'ai utilisée. Tout ça pour dire que, sans question particulière, et la situation actuelle est que une partie plus ou moins significative de délaissés, en quelque sorte, est utile à la biodiversité. Alors, nous allons utiliser cet exemple pour voir ce qui peut se passer dans plusieurs cas, et des cas qui nous intéressent, nous, en tant qu'architectes, sur ces questions de biodiversité. Alors, premier cas, le cas où la technologie, le niveau technologique augmente. Alors, par exemple, le rayon de braquage de la moissonneuse-batteuse. Si le rayon de braquage
de la moissonneuse-batteuse augmente, nous voyons que, au lieu d'avoir 9%, nous avons 1%. Les chiffres, encore une fois, sont tout à fait indicatifs. Et puis, même en cas de démembrement, 4% et puis 15%. Ce qui est important dans ce schéma, c'est que nous voyons que là, il y a, par rapport aux autres, il y a, au-delà des chiffres, discontinuité du milieu réellement utile à la biodiversité. Discontinuité. Il y a rupture de continuité, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est physiquement irréversible. Enfin, pas irréversible, mais qui est critique, pardon. On passe d'un milieu qui est continu à un milieu qui est discontinu. Alors pour certaines espèces, ça n'aura pas d'importance, mais pour d'autres aussi. Parce que cette discontinuité, elle peut être importante. Là, c'est juste un entrefilet, mais par exemple pour l'abeille, en ce moment, aujourd'hui même, là, il y a un pic de pollution qui concerne les hommes, mais qui va probablement aussi concerner la biodiversité. Donc on voit bien que l'amélioration de la technologie, j'allais dire, de manière un peu provocatrice, résout des problèmes autant qu'elle en pose. Elle résout peut-être des problèmes, par exemple, de nutrition pour l'homme, mais pose des questions en termes de biodiversité. Là, il n'y a pas besoin de ces schémas pour le savoir. Mais pour l'architecte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous utilisez de plus en plus, nous utilisons des produits dans lesquels sont inclus des nanotechnologies. Je donne les nanotechnologies, là encore une fois, ce n'est pas un positionnement par rapport à cette question des nanotechnologies. Nanotechnologie, ça veut dire la technologie qui utilise à très petite échelle la technologie. Mais simplement pour dire que ces nanotechnologies sont mises en œuvre pour améliorer, par exemple, l'émissivité des verres, ou le fait que le verre peut plus ou moins se foncer en fonction de l'éclairage, et donc là rendre tout à fait un service tout à fait intéressant en termes de performance technologique et peut-être écologique sur la maîtrise de la température ambiante. Mais ces nanotechnologies posent, comme vous le savez, des questions importantes d'irréversibilité ou pas, ou de responsabilité. Qu'en faire après? Y a-t-il pas une question de santé dans cette question des nanotechnologies? Toutes ces questions qui sont posées. Ça montre que la question de la technologie par rapport à la biodiversité, le fait de considérer la technologie pour ces questions de biodiversité n'est pas nécessairement, n'est pas automatiquement ou n'est pas nécessairement la solution. Elle est un des moyens que l'homme peut utiliser à des conditions de précaution, mais n'est pas nécessairement l'unique réponse que les architectes peuvent envisager dans leur architecture. Or, quand vous regardez 90% de la production dite écologique des architectes à l'heure actuelle, c'est la réponse qui est donnée, une réponse technologique. Deuxième considération, si maintenant nous parlons de gouvernance, qui peut être aussi une réponse donnée. On voit bien toutes les tentatives que les politiques font pour s'organiser par rapport à cette question de la biodiversité. Encore aujourd'hui, aux actualités ce matin, le gouvernement prévoit la création d'une agence de la biodiversité. C'était ce matin aux informations. C'est une question de gouvernance. Alors là, je dis non seulement que ma moissonneuse-batteuse s'améliore, son rayon de braquage diminue, mais j'ai un accord avec mon voisin. L'accord avec le voisin, c'est de dire, eh bien voilà, quand je vais moissonner, je vais empiéter sur ton champ pour optimiser le mien. Alors avec des précautions, là ça donne lieu à des accords privés, et ça me permettra d'exploiter encore mieux mon champ, toute l'étendue des possibles. Et même chose avec les deux schémas du milieu et du coin droit, c'est avec des champs démembrés, en situation où il y a beaucoup plus de champs, plutôt qu'une agriculture intensive. Et donc on voit que là, on a 1%. Là encore une fois, le chiffre est indicatif. Je le compare aux 46% précédemment. Donc ça veut dire, cette métaphore, c'est non seulement nous avons discontinuité, avec une technologie améliorée et une gouvernance adaptée, non seulement nous avons discontinuité, mais on a un espace à 1% qui devient, à mon sens, et là pratiquement quelles que soient les espèces, quasiment invivable. J'emploie le mot invivable au sens premier du terme, c'est-à-dire dans lequel on ne peut pas vivre. Ce qui veut dire que cette question de la biodiversité
pour un architecte, ne peut pas être uniquement résolue telle qu'elle est résolue à l'heure actuelle, c'est-à-dire soit avec une réponse uniquement technologique, soit en se fondant uniquement sur comment dirais-je, un cadre de gouvernance, privé ou public d'ailleurs, qui est celui qu'on envisage. Alors, la réponse est complexe, évidemment, elle ne tombe pas sous le sens, mais pour essayer de mettre le doigt sur le champ des possibles, enfin des pistes, comme je le fais souvent quand je termine un chapitre, je voudrais donner 2 exemples. Le premier, c'est celui d'une ville que j'ai visitée il y a quelques années, qui m'a beaucoup frappé. Devrais-je donner son nom parce que je ne voudrais pas qu'elle soit victime de son succès. C'est Luang Prabang au Laos, où dans cette ville, c'est une ville assez particulière qui d'une part était originellement dans un espace primaire, bon ça c'est le vrai pour toutes les villes, mais qui est restait assez proche quand même de cet espace primaire, c'est-à-dire vous sortez de Luang Prabang et 300 mètres plus loin, vous êtes dans un espace qui est quasiment primaire, parce que pratiquement pas cultivé. Par ailleurs, c'est une ville dans laquelle il y a énormément de temples. C'est-à-dire qu'on rencontre plus de bonzes que de policiers à Luang Prabang. C'est donc une ville ou une culture qui, elle, évolue dans un cadre spirituel ou culturel, si on veut, si le mot spirituel effraie, qui est très singulier et qui, de par la culture locale, a des rapports assez étroits avec la nature, ou en tout cas encore ancestraux, enfin qui n'ont pas subi ce schisme qu'il y a pu avoir sous nos cieux à la Renaissance et après à la Révolution industrielle. Et deuxièmement, c'est une ville qui est dans un pays qui s'interroge très fortement sur l'intérêt, contrairement à ses voisins vietnamiens et chinois, d'une croissance à 2 chiffres. Là encore, il ne faut pas faire de provocation. Les gouvernements laotiens ne s'interrogent pas sur l'intérêt d'avoir des crèches ou des hôpitaux. Mais peut-être commence-t-il à tirer les conclusions qui s'imposent du développement d'un certain nombre de pays depuis 2 siècles, et encore récents avec leurs propres voisins, sur les conséquences que ça peut avoir, non seulement sur l'existence de leur pays en tant que monde vivant, mais sur leur propre existence. Je voudrais citer un adage ou un proverbe que j'ai trouvé assez beau. Je ne sais pas si c'est un adage pour touristes, mais je l'ai trouvé pas mal. C'est, alors attendez que je me souvienne, c'est un Vietnamien fait pousser du riz, un Cambodgien le regarde pousser, et le Laotien l'écoute pousser. Ce qui montre un peu l'idée que les Laotiens peuvent se faire de leur culture et de leur pays, tout à la fois. L'autre exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'île d'Aran. Et là, je vous recommande de lire un livre, et même un auteur tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Nicolas Bouvier, qui s'est fait connaître par un livre assez connu, qui s'appelle L'usage du monde, qui est un livre formidable. Je ne sais pas s'il pourrait le refaire maintenant, le même voyage qu'il a fait dans les années 50. Et il a écrit un autre livre que je trouve tout à fait intéressant, qui s'appelle L'île d'Aran, enfin qui est sur l'île d'Aran, je ne connais plus le titre, je crois que c'est L'île d'Aran et d'ailleurs, Journal d'Aran et d'ailleurs, je crois. Et il parle de l'île d'Aran. L'île d'Aran, c'est une île qui est au large de l'Irlande, une île irlandaise, et qui était à l'origine un rocher tout plat, un plateau tout plat, dans lequel il y avait un peu d'eau de source quand même, mais alors un rocher, dans lequel il n'y avait que des oiseaux. Et puis sont arrivés les Irlandais, et puis ils ont décidé de le cultiver. Pour ce faire, ils ont mélangé, alors ils ont cassé la roche avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire à la main, et casser la roche. Je ne sais pas si je vous ai déjà essayé de taper avec une pioche pioche moderne, hein, sur un morceau de granit. Ça prend un petit moment quand même. Ils l'ont mélangé avec du guano et du sable, et ça a fait progressivement une terre arable sur environ une 50aine de centimètres. Pour protéger cette terre arable, ils ont pris le granit et ils ont érigé des petits murs pour que cette terre arable, par érosion, ne foute pas le camp. Et ils ont fait pousser ce qui était nécessaire à leur survie, leur existence.
Et il y a toujours des gens qui vivent à l'île d'Aran. Et d'ailleurs, maintenant, c'est une île qui touristiquement fonctionne relativement bien, d'après ce que j'en sais. Ce qui veut dire que le cas de l'Empra Bang est une tentative de conserver le milieu d'origine malgré la présence de l'homme et de trouver un modèle, notamment économique, qui soit un modèle qui permette cette continuité-là. Et dans le cas de l'île d'Aran, c'est une recréation pure. Ce qui veut dire que les deux modèles sont envisageables dans cette idée de partage du monde. Ce qu'il faut retenir de ces deux exemples, c'est la recherche d'un métabolisme et d'un métabolisme singulier, c'est-à-dire que le métabolisme de l'Empra Bang n'est pas évidemment le métabolisme de l'île d'Aran, et donc les réponses ne peuvent pas évidemment être les mêmes, mais les réponses, on l'a vu, pas seulement écologiques, mais aussi en termes de gouvernance, et en termes économiques, et en termes technologiques. Et peut-être que la recherche de ces modèles pourrait se fonder sur un principe de solidarité. Une solidarité évidemment avec le monde vivant, et éventuellement, nous en parlerons dans les cours prochains, une solidarité entre hommes. L'écologie sociale américaine notamment étant beaucoup fondée sur ce principe-là. Je voudrais terminer par une petite anecdote, ou plutôt un TD que je donne à mes étudiants, que je donnais à mes étudiants à Malaquais, et qui est-elle? Je posais la question suivante: est-ce qu'un petit chat péruvien admire un coucher de soleil? Ce qui finalement résume un peu tout ce que j'ai pu dire, c'est quelles considérations pouvons-nous avoir par rapport à cette question relative au chat? Est-ce qu'un chat, et que c'est un petit chat, a ces, comment dirais-je, ces caractéristiques anthropomorphiques qui consistent à admirer un coucher de soleil? Mais quand on regarde un chat face à un coucher de soleil, on peut se poser quand même vraiment la question. Et surtout un petit chat péruvien. Pourquoi péruvien? Parce que le Pérou évolue dans un cadre, comme l'a dit Descola, un cadre psychique, anthropologique qui est différent du nôtre. Donc, il est possible que le Péruvien ou l'architecte péruvien donne une réponse à cette question différente. Ou en tout cas, donne un sens à cette question différent, à défaut d'apporter une réponse. La réponse, les architectes doivent les apporter. Mais nous, avant même d'être architecte, la question est de savoir si on peut se poser cette question. Et comment faut-il la poser? Je crois qu'un élément de réponse pourrait être très simplement de dire que pour un architecte, par rapport à cette biodiversité, nous pouvons, premièrement, ne pas lui nuire. C'est une première élément qu'on pourrait une première chose qu'on pourrait déjà faire. Deuxièmement, je renvoie au cours valeur, lui rendre service avec toutes les précautions des services qu'on veut bien rendre. Et troisièmement, ça c'est la cerise du gâteau, par retour, il n'est pas impossible que cette biodiversité nous rende elle-même service en tant qu'architecte en nous inspirant. Par exemple, la semaine dernière, une question, je n'arrivais pas à résoudre une question architecturale, et c'est en me référant à la sagesse de l'escargot dont j'ai parlé la dernière fois que j'ai trouvé une solution de plan. Et c'est donc un service que la biodiversité m'a rendu finalement en tant qu'architecte.